Prêt à vibrer autour de votre programme? OneXBet vous met dans le jeu. Le droit au logement n'est pas un privilège, c'est une promesse républicaine, une promesse que beaucoup d'Ivoiriens attendent toujours de voir tenue. Dans un pays en pleine mutation urbaine, où les tours s'élèvent, mais où les terrains s'effacent, où les villes s'étendent sans toujours s'organiser, une question s'impose. L'État contrôle-t-il encore son territoire urbain? Ce soir, dans Sans réserve, notre invité n'est pas un technicien de second plan, c'est un ministre au cœur des réalités sociales, politiques et foncières du moment. Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, est aussi l'un des visages les plus constants des récents gouvernements. Technocrate reconnu, discret mais solide, il est désormais en première ligne sur l'un des sujets les plus sensibles du quotidien des Ivoiriens, le logement. Pourquoi le programme des logements sociaux ne semble-t-il pas avoir tenu toutes ses promesses? Comment comprendre l'explosion des constructions anarchiques, des lotissements sauvages, des immeubles qui s'effondrent sans responsable? Pourquoi l'accès à la terre, au foncier ou simplement un titre de propriété est-il un véritable parcours du combattant, parfois même un piège? Et à quelques mois de la présidentielle, quelle est la vision du ministre Bruno Nabagné-Koné pour nos villes, nos terrains, nos familles, nos droits? On interrogera aussi le président du conseil régional de la Bagoué sur l'actualité politique. Voilà autant de sujets que nous soumettons ce soir au ministre Bruno Nabagné-Koné. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant d'ouvrir cet entretien à vous, je vous propose, à vous et à nos téléspectateurs et internautes, de suivre ce portrait. Bruno Nabagné-Koné, ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, est l'invité ce soir de votre émission Sans réserve. Né le 6 septembre 1960 à Kouto, dans le nord ivoirien, Bruno Nabagné-Koné est financier et homme politique. Diplômé de l'École supérieure de commerce d'Abidjan, ESK, option finance comptabilité, en 1985, il obtient pratiquement à la même période un diplôme en management à HEC Paris, puis par la suite un diplôme partiel français d'expertise comptable. Il a fait une bonne partie de sa carrière dans le secteur privé, avant ses fonctions ministérielles. Aujourd'hui aux commandes du portefeuille de la construction, il a été auparavant ministre de l'économie numérique et de la Poste, porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire et ministre de la communication, de l'économie numérique et de la Poste. En sa qualité de ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, fonction qu'il occupe depuis 2018, il a initié plusieurs réformes, notamment celle du Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain, avec en ligne de mire l'ADU, l'attestation de droit d'usage coutumier, un document officiel introduit pour sécuriser les transactions foncières. Ces réformes ont-elles freiné la crise foncière? Où en sommes-nous avec l'affaire Komé Bakary qui a défrayé la chronique? Quel est le bilan du vaste programme de logement initié par l'État ivoirien? Ce sont entre autres des sujets brûlants qui seront abordés ce soir, sans réserve, avec le ministre Bruno Koné. Monsieur le ministre, il y a un sujet qui intéresse particulièrement les Ivoiriens quand on parle avec vous, quand on parle de logement en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr la question des logements sociaux. Alors dites-nous ce soir, d'entrée de jeu, les bénéficiaires des logements sociaux, notamment pour le programme d'urgence des 25 000 logements, comment ça se passe aujourd'hui? Merci Ali. Avant d'y arriver, permettez que je revienne un peu sur l'esprit du programme présidentiel de construction de logements socio-économiques. Allez-y. C'est un projet qui a démarré en 2012 avec d'abord une ambition qui était celle de réaliser 60 000 logements. Et cette ambition, par la suite, a été portée à 150 000 logements. L'objectif était principalement de donner la possibilité à des personnes, par exemple démunies, des personnes à revenus modestes, des personnes à revenus irréguliers, non bancarisés, etc., d'accéder à un logement décent. Donc, l'ambition était noble, et à l'époque, le choix a été fait de réaliser ce projet dans un format partenariat public-privé. Donc, l'État accompagnait des acteurs privés qui, eux, finançaient, réalisaient, commercialisaient. Et ça peut expliquer, en réalité, l'impression aujourd'hui d'échec qu'il y a. Parce qu'en réalité, il n'y a pas échec, compte tenu du fait que sur les 150 000 logements
que nous avions un objectif. Il y en a 40 000 qui ont été réalisés. Sauf que parmi les anciens souscripteurs, Monsieur le ministre, il y en a qui n'ont pas été remboursés à ce jour, qui attendent toujours soit leur logement, soit leur remboursement. Ali, je vais y arriver. Très bien. Mais il est important qu'on comprenne d'où on est parti et pourquoi on arrive à cette situation. Donc, l'idée, c'était vraiment de s'appuyer sur les promoteurs privés qui devaient financer et réaliser les logements. Et il y avait un accompagnement de l'État au niveau du foncier, au niveau de la réalisation des VRD primaires et au niveau d'un accompagnement fiscal, d'exonération en particulier, donc qui permettait aux promoteurs en réalité de financer le logement social, mais sans préjudice pour lui, parce que l'idée était qu'il équilibre ses comptes en gagnant un peu d'argent sur 40% en réalité de logements qu'il réalisait de façon libre et 60% de logements qu'il était obligé de réaliser avec des prix plafonnés à 12,5 millions pour le logement social et 23 millions pour le logement économique. Donc, les privés ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais nous avons compris que le marché ivoirien n'était pas prêt pour entrer dans un format comme celui-là. Tout simplement parce que la majorité des personnes qui étaient visées par le projet n'avaient pas de revenus. Vous parlez des souscripteurs? Les souscripteurs n'étaient pas bancarisés ou avaient des revenus irréguliers. Donc, demander à quelqu'un qui n'a pas de revenus bancarisés, qui n'a pas de revenus réguliers, d'aller chercher 12,5 millions ou 23 millions, avant d'accéder à un logement, c'était une réelle difficulté. Êtes-vous en train de dire que quelque part, on a mis la charrue avant les bœufs? On n'a pas suffisamment étudié les profils je ne me permettrai pas de critiquer ce qui a été fait. Je pense qu'il y avait une ambition, il y avait une vision, il y avait une volonté politique et volonté des acteurs étatiques de donner effectivement satisfaction aux populations ivoiriennes qui voulaient accéder à un logement. Bon, il se trouve que 10 ans après, nous avons évalué la question et nous nous sommes rendus compte que le résultat n'était pas atteint pour diverses raisons. Ces raisons, elles sont simples. Il n'y avait pas de structure chargée de gérer le projet en tant que tel. Deuxièmement, il n'y avait pas un fonds de garantie, comme on a pu le voir dans certains pays qui ont réussi en la matière. Il n'y avait pas une commission d'attribution, et puis, nous étions sur un mode de construction-vente, comme je viens de l'indiquer, alors que le mode qui sied le plus au type de clientèle que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est un mode de location-vente. Voilà. Donc, nous avons décidé depuis 2 ans de changer de format, de garder le format des 150 000 logements, mais d'aller sur un format qui est plus adapté à notre marché, avec le programme d'urgence de 25 000 logements, vous avez dû en entendre parler. Bien sûr. Ce programme d'urgence, lui, est réalisé exclusivement en location-vente et en location simple. Et quels sont les critères de sélection des souscripteurs? Les critères de sélection, c'était la question. Ils seront connus bientôt. Là, justement, nous ne voulons pas mettre la charrue avant les bœufs, comme vous le disiez tout à l'heure. Les constructions viennent de démarrer. Il y a 24 mois de travaux. Donc, vraiment, il n'y a pas d'urgence aujourd'hui à statuer sur la condition. La CONALOG, par contre, a déjà été mise en place. Est-ce qu'elle est opérationnelle, la CONALOG? Elle est opérationnelle. C'est une commission totalement indépendante, avec une vingtaine de membres étatiques, du privé, de la société civile, etc. Donc, c'est ceux-là qui vont, premièrement, déterminer les conditions d'accès au logement, et puis, plus tard, qui vont déterminer qui sont les personnes qui vont être retenues. Cela dit, je vais me permettre de faire juste un rappel de ce qui s'est fait dans l'ancien mode. Allez-y. Ce qui avait été prévu, c'était 1, être ivoirien, 2, être primo-accédant à un logement, donc ne pas avoir de logement en propriété ailleurs, et puis 3, pour le foyer, ne pas avoir des revenus supérieurs à 400 000 francs. Bon, voilà les règles qui ont prévalu jusqu'à il y a 2 ans. Totalement. Voilà. Vous savez avant que nous basculions sur le mode actuel. Donc, beaucoup d'Ivoiriens se disent, quand on va construire ces logements sociaux, ce sera encore une affaire de gens qui sont déjà en primo-propriété, comme vous l'avez dit, qui ont déjà des maisons, des gens nantis. C'est toujours les riches qui vont venir encore racheter
des logements censés être pour des gens d'un certain niveau social. Est-ce que cette fois-ci, il y aura suffisamment de transparence pour que ces logements reviennent effectivement à On ceux ne peut qui le pas, Ali, on ne peut pas empêcher que les gens puissent le penser. Mais je viens de vous dire exactement pourquoi nous avons changé de modèle. C'est la première chose. Et je viens de vous dire que nous avons mis en place ce qui s'appelle la CONALOG, la Commission nationale d'attribution des logements sociaux. Cette commission, c'est une vingtaine de membres, vraiment, qui n'ont aucun mandat impératif. Donc, ils vont juger vraiment de façon collégiale et qui vont décider, qui vont déterminer premièrement les conditions d'accès, et puis qui, plus tard, vont dire, sur la liste des candidats, voilà ceux qui sont retenus pour accéder à un logement en location-vente, et voilà ceux qui sont prévus pour accéder à un logement en location simple. Donc, c'est quand même un changement très important. Il y a eu des critiques sur le programme passé, mais je viens de vous expliquer également pourquoi il y a eu ces difficultés-là. Quand vous réalisez un logement, qu'il est construit, je me mets à la place du promoteur, qui y a injecté, je prends un logement social, qui y a injecté 10 millions, 11 millions, et qui n'a pas de client en face, entrant dans les critères que je viens de définir, et qui finalement a en face de lui quelqu'un qui est prêt à payer 2 maisons avec du cash ou avec un crédit à la banque, mais il est tenté de lui vendre ces maisons-là. Parce qu'il est privé, il a besoin de rentabiliser son investissement, il a sa trésorerie à gérer, et puis c'est lui qui était chargé de la commercialisation. Le modèle a changé. Le modèle a changé. 25 000 logements où vraiment c'est l'État, à travers la CONALOG, qui va déterminer les conditions et qui va sélectionner les bénéficiaires. D'accord. Dans le cadre de ces logements, justement, vous avez procédé à la pose de première pierre sur plusieurs sites, notamment à Yopougon BAE et à Coupé Zedi à la mi-2024, l'année dernière donc. Un an plus tard, une visite sur les sites montre uniquement la présence de bureaux techniques de constructeurs. On a l'impression que les choses n'évoluent pas forcément dans le sens souhaité. Non, je pense que vous n'êtes pas allé sur les chantiers, où la personne que vous avez envoyée peut-être n'a pas été très attentive à ce qui s'y passe. Sinon, à Coupé-Zedji, j'ai des images qui montrent que les fondations sont réalisées, les radiers sont en train d'être faits. Donc, il y a des travaux sur 9 immeubles, parce que là-bas, je crois qu'il faut compter une trentaine d'immeubles. Et sur 9 immeubles, les soubassements ont commencé à être faits. Au niveau de la BAE, je le concède, il y a un peu plus de retard, mais c'était un retard lié à des problèmes administratifs de gestion du fonds, les avis de non-objection liés au financement donc, obtenu là, de la BADA. Mais les choses sont en train de aujourd'hui même sont réglées. Et quand est-ce que les logements seront prêts? Dans 24 mois. Dans 24 nous mois. l'avons dit, nous ne l'avons pas caché, dans 24 mois, qu'il faut commencer 2026, à décompter depuis 2027, à partir de janvier 2025. Donc, 27. Donc janvier 2025, ça fait janvier 2027. C'est cela, voilà. Très bien. Alors, les anciens souscripteurs au premier programme en 2012, qui n'ont pas été remboursés, c'est quoi leur sort, monsieur le ministre? Ils seront remboursés, tout simplement. Tous seront remboursés, tous ceux qui ont payé de l'argent, selon les critères, les modalités qui avaient été mises en place à l'époque, seront totalement remboursés. En d'autres occasions, j'ai donné ces chiffres. Nous avions 76 000 souscripteurs. Sur les 76 000 souscripteurs, il y a eu 6 800 demandes de remboursement. Sur les 6 800 demandes de remboursement, il y a plus de 4 400 remboursements effectifs. Et sur la différence, il faut compter à peu près 1 600, 1 700 dossiers qui sont aujourd'hui traités, complètement traités chez nous, et pour lesquels nous attendons que le banquier du promoteur mette à disposition les ressources qui vont permettre de rembourser le souscripteur. Donc aujourd'hui, dans le panier, chez nous, je peux considérer qu'il y a à peu près 200 personnes, 200 dossiers en traitement et qui ont divers niveaux, qui sont à divers niveaux de traitement, mais c'est en cours et c'est en train de se faire. Et donc, tous les autres seront pris en compte, du coup, tous ceux qui n'ont pas été remboursés, qui n'ont pas demandé de remboursement.
Ah oui, tous ceux qui n'ont pas demandé de remboursement seront prioritaires dans le nouveau projet. Je tiens à le dire, ils seront prioritaires dans le nouveau projet. Et c'est pour cela que depuis plusieurs années, nous encourageons les Ivoiriens qui ont souscrit à maintenir leur souscription. Je dois dire aussi que beaucoup d'entre eux ont déjà accédé à des logements à travers le premier programme, donc le programme de 150 000 logements. Très bien. Monsieur le ministre, des accusations relayées dans certains médias font état de ce que votre ministère est complice dans la délivrance d'autorisation de remblayage sur les baies. C'est un phénomène en plein essor à Abidjan. Comment vous vous défendez? Je ne vois pas comment on pourrait être complice, puisque nous avons nous-mêmes fortement alerté il y a quelques années au début de ce phénomène. Nous avons nous-mêmes contribué à rédiger les textes qui sont aujourd'hui appliqués donc pour lutter contre ce phénomène. Et nous avons pris une mesure forte qui est appliquée jusqu'à maintenant, c'est ne pas accepter de délivrer un titre de propriété sur un terrain remblayé. Et tous mes collaborateurs le savent. Et je peux vous dire que nous avons régulièrement des sollicitations pour ce type d'actes. Auquel vous n'accédez pas? Non, nous n'y donnons pas de suite. Et bon, cela dit, nous sommes en solidarité gouvernementale. Je peux vous dire qu'en réalité, la baie lagunaire est protégée aujourd'hui par les structures qui dépendent du ministère délégué en charge des affaires maritimes, donc rattaché au ministère des Transports. Mais nous sommes en solidarité, vraiment, nous travaillons ensemble, puisque nous avons, nous, la matière urbaine, la gestion de la ville, donc nous faisons ce que nous pouvons. Mais, par exemple, nous n'avons pas, nous, d'équipement pour aller sur la lagune traquer ces personnes. Mais eux disposent de ces équipements et je sais qu'ils le font. Justement, est-ce qu'au nom de la solidarité gouvernementale, justement, vous ne pouvez pas actionner une interaction, justement, pour mettre un terme à ces pratiques? Mais si, l'interaction, elle se fait. Elle se fait tous les jours. Nous alertons quand nous sommes informés. Et puis, je vous dis, ce qui relève de nous, qui est la délivrance d'actes sur les terrains urbains, je viens de vous dire que nous avons décidé de ne pas y donner de suite. Donc, ces personnes-là, si elles sont arrêtées en amont, tant mieux. En ce moment, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de préjudice, ni pour les citoyens, ni pour l'État. Si elles ne sont pas arrêtées, elles auront fait cet investissement en pure perte, parce qu'elles ne disposeront pas, en tout cas tant que nous serons dans cette mission, elles n'auront pas de titre de propriété. Donc elles auront du mal à exploiter ces parcelles. Sans titre de propriété, vous ne pouvez pas, logiquement, avoir de permis de construire. Vous ne pouvez pas non plus céder cette parcelle à quelqu'un. Donc, nous attirons l'attention de toutes les personnes qui se livrent à ces pratiques sur le fait qu'il y a une procédure qui est en place, qui a été mise en place il y a 3-4 ans à peu près, qui décrit clairement les autorisations à requérir avant de procéder à ce type d'action. Voilà. Donc, si quelqu'un le fait légalement, en ce moment, on analysera le dossier. Mais tant que c'est fait illégalement, nous n'y donnons pas de suite. Très bien. S'il y a une affaire foncière qui a secoué la Côte d'Ivoire ces derniers mois, ces dernières années, c'est bien sûr l'affaire dite Komé Bakary. Une enquête interne avait été diligentée dans vos services. Où en est-on aujourd'hui avec cette enquête? Je suis toujours gêné qu'on mette ce nom-là sur la table, parce que, je l'ai déjà dit en d'autres occasions, en réalité, les dossiers de ce type, nous en gérons plusieurs milliers. Nous en avons géré plusieurs milliers et nous en gérons encore plusieurs milliers. Donc, ce n'est pas un cas unique. C'est des cas qui viennent d'une pratique qui a eu cours jusqu'à maintenant, qui était la délivrance de multiples attributions sur une même parcelle. Quand quelqu'un vient chez nous, qu'est-ce que nous lui demandons? Nous lui demandons un dossier technique, nous lui demandons une pièce d'identité valide et nous lui demandons une attestation, nous lui demandions jusqu'à maintenant une attestation villageoise.
l'attestation villageoise, nous prenons le soin de l'authentifier à travers ce qui s'appelle un compulsoire, fait par un commissaire de justice. Mais quand tout ça est bon, le dossier il est traité. Quand tout ça est bon, le dossier il est traité. Si vous me dites ce que cette personne-là a fait qui est illégal, je vous répondrai. Mais il s'agit d'un dossier qui a été traité conformément à nos procédures chez nous. Il se trouve que quelqu'un d'autre avait obtenu une attestation villageoise sur la même parcelle, et cette personne, évidemment, est mécontente, ce que nous pouvons comprendre, est en colère, ce que nous pouvons comprendre. Nous sommes nous-mêmes attristés quand nous voyons l'étendue de ce qui a été fait. La médiatisation, à travers... vous voulez dire? Non, au-delà de la médiatisation, le nombre... la médiatisation, encore une fois, je dis, elle ne concerne que quelques dossiers, mais il y en a plusieurs milliers. Donc ce qui nous attriste le plus, c'est le fait que plusieurs milliers d'Ivoiriens aient acheté à un moment donné ou aient payé de l'argent à un détenteur de droits coutumiers ou à une communauté villageoise pour avoir un terrain, et que ces milliers d'Ivoiriens n'auront jamais ce terrain. Tout simplement parce que la parcelle en question a été vendue à plusieurs personnes. À travers une attestation villageoise dans le dos de l'administration, puisque l'attestation villageoise n'est pas émise par l'administration, nous n'en étions informés que quand l'acquéreur arrivait à nos locaux pour démarrer sa procédure d'obtention de l'ACD. Dans le cas de l'affaire c'est pour ça que nous avons basculé sur l'ADU, dont on va parler tout à l'heure. Dans le cas de l'affaire que j'ai citée tout à l'heure, notamment celle concernant Komé Bakary, est-ce que vous êtes en train de nous dire que les enquêtes internes ont révélé que le concerné qui a été présenté dans les médias comme quelqu'un qui avait fait du faux, est-ce que vous êtes en train de nous dire que finalement il n'y a pas eu de faux? Encore une fois, il ne m'appartient pas ici de tirer une conclusion sur un dossier qui est encore devant les juridictions. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons une mission, nous, qui est la gestion du foncier. La gestion du foncier, elle est faite selon des règles. Elle est faite selon des procédures. Est-ce que ces règles ont été suivies? Est-ce que ces procédures ont été suivies? Je vous réponds oui. C'est ce que révèle l'enquête interne que nous avons faite. Maintenant, il se trouve qu'il y a une enquête qui est menée par la police, par les tribunaux, et une enquête qui a peut-être d'autres problématiques, qui traite d'autres problématiques. Vous parlez de faux, moi je pose des questions. Est-ce que vous êtes le premier responsable du secteur? Peut-être que vous avez des informations qu'on n'a pas. Pour les éléments que je viens de citer, encore une fois, le dossier technique, l'attestation villageoise, la carte d'identité, nous n'avons pas, nous, d'éléments pour les contester. Maintenant, s'il y a d'autres éléments qui ont été révélés par ailleurs et qui permettent d'accuser la personne en question, ça ne nous concerne pas, nous, acteurs ou gestionnaires du foncier. Ça concerne la justice? Ça concerne d'autres personnes, ça concerne la justice, ça concerne d'autres personnes. D'accord. Voilà. Dans cette affaire, il y a une autre affaire dite des 100 milliards de francs CFA. Certains de vos collaborateurs ont été cités, mais n'ont pas été relevés de leurs fonctions. On se demande bien pourquoi. Vous savez, quand on est premier responsable d'un département aussi important, on a l'obligation morale de protéger ses collaborateurs. Mais ce n'est pas cela le problème. Même si les collaborateurs sont dans le faux? Ce n'est pas cela le problème. Il y a une accusation. Cette accusation fait l'objet d'un communiqué. Le communiqué lui-même, lisez-le. Le communiqué lui-même chute sur le fait que ces personnes-là sont, pour le moment, en tout cas jusqu'à ce que l'enquête la présomption d'innocence soit achevée, que ces personnes-là n'étaient pas coupables, que ces personnes-là effectivement bénéficiaient de la présomption d'innocence. C'est ce que le communiqué en question dit. Voilà. Donc, si j'ai des éléments qui vont au-delà de ce communiqué, qui incriminent tel ou tel de mes collaborateurs, je peux vous assurer que le lendemain, ou même le même jour, une décision sera prise.
Mais au niveau on administratif. peut vous retorquer que dans certains pays, dans des grandes démocraties, quand il y a un soupçon sur l'un des agents dans un ministère aussi délicat que le vôtre, on les met de côté le temps que l'enquête... On ne les met pas de côté, ils démissionnent. Ils démissionnent peut-être. Voilà, donc quand vous les aurez en face de vous, proposez-leur cela. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que, j'ai utilisé tout à l'heure le terme protéger, mais au-delà de protéger, nous avons mené, là aussi, une enquête interne, dont j'ai la conclusion, faite de façon totalement indépendante par l'inspection générale de mon ministère. Bon, dès lors que cette enquête-là ne permet pas d'incriminer ou de déterminer clairement la culpabilité de tel ou tel dans ce qui a été fait, quelle conclusion vous voulez que j'en tire? Alors, on va vous savez, je suis politique certes, mais je viens du privé, je viens du milieu du management, des affaires, etc. Et on travaille d'une certaine façon dans ces milieux-là. On a des collaborateurs, on les juge par rapport à ce qu'ils font. Et on les sanctionne éventuellement par rapport à ce qu'ils font. Mais on ne coupe pas une tête pour faire plaisir. C'est une posture sans doute politique, mais que je me permets pour le moment en tout cas de ne pas adopter. Je sais que tout le monde attend que je coupe des têtes. Si j'ai des éléments en main pour couper des têtes, je les couperai. Franchement, j'allais dire immédiatement. Très bien. Mais tant que je n'ai pas d'éléments en main, je ne vois pas pourquoi je me mettrai dans une posture politique pour faire plaisir à des gens. Très bien. Alors, beaucoup d'Ivoiriens détenteurs d'ACD se sont vus retirer leur parcelle pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, vous avez initié l'attestation de droit d'usage coutumier, l'ADU. Non. L'ADU, l'attestation de droit d'usage. Reprenez bien votre question. Vous dites beaucoup d'Ivoiriens détenteurs d'ACD. Détenteurs d'ACD se sont vus perdre leur titre pour plusieurs raisons. Je vous laisse plusieurs cas pratiques. Je vous laisse terminer. Aujourd'hui, le titre qui est mis en vue, c'est l'ADU. Pourquoi l'ADU, finalement, est plus sécurisé que l'ACD? D'abord, l'ADU n'est pas sur un plan d'égalité avec l'ACD. Expliquez-nous pourquoi. L'ancienne procédure, jusqu'à maintenant, je ne vais pas rentrer dans l'historique de la gestion foncière en Côte d'Ivoire. Il faut dire que, pour faire simple, jusqu'en 2013, il y avait ce qu'on appelait la lettre d'attribution. C'est cela. Donc là, c'était un agent public qui vous délivrait une attestation, donc qui vous permettait de démarrer la procédure avec un arrêté de concession provisoire qui débouchait sur un ACD ou qui débouchait sur un certificat de propriété foncière. Bon, ça c'était jusqu'en 2013. En 2013, il a été décidé, en quelque sorte, de redonner ce pouvoir-là, de donner ce pouvoir-là aux communautés villageoises, à travers ce qu'on appelle l'attestation villageoise. Donc, au lieu de l'administration, ce sont les communautés villageoises qui émettaient le premier document, donc, qui vous permettait ensuite d'entamer la procédure pour aller à l'ACD. Donc, c'est l'attestation villageoise qui a prévalu, je peux dire, jusqu'en 2025. L'attestation villageoise étant produite exclusivement par les communautés elles-mêmes, gérée par les communautés sur les terres qui relèvent d'elles. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que nous nous sommes rendus compte que, malheureusement, il y a eu des abus. Des abus qui sont multiples. Pour lesquels on n'arrive finalement pas à situer les responsabilités. Les responsabilités sont claires. Quand il y a deux attestations sur un terrain, c'est quoi? C'est la responsabilité de la chefferie de celui qui a signé. Et celui qui a signé, c'est le chef. Donc, ou c'est le chef, ou c'est un document faux. En ce moment, nous allons nous rendre compte que le document en question a été falsifié. Mais quand il s'agit de deux documents authentiques, signés effectivement par le chef, que le papier est celui de la communauté villageoise, que les armoiries, les signatures, tout est conforme. Qui voulez-vous accuser? Voilà. Donc il y a eu ces difficultés qui ont fait qu'aujourd'hui, je l'indiquais tout à l'heure, il y a plusieurs milliers d'Ivoiriens qui détiennent des attestations
qui malheureusement sont en 2e, 3e, 4e position C'est le cas, par exemple, sur une même parcelle. c'est le cas, par exemple, dans la zone de Djorobité, c'est cela? C'est le cas, par exemple, dans la zone de Djorobité, qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, mais ce n'est pas la seule zone concernée. Donc voilà la difficulté que nous avions et à laquelle nous avons voulu chercher ou trouver une solution. Mais sans retirer aux communautés la prérogative qu'elles avaient depuis 2013 d'établir les attestations, de les signer, de les délivrer à qui elles veulent. Et qu'est-ce qui fait que ça va changer? Donc on n'a pas voulu leur retirer cela. En réalité, on a mis en place une procédure qui implique désormais l'État en amont. Donc qui permet, depuis le lotissement, donc la réalisation du lotissement, la répartition des parcelles, etc., qui implique l'État. Donc il y a même une étape qui est extrêmement importante, c'est les titres fonciers qui sont créés désormais en amont, donc qui permettent vraiment de réduire à zéro le risque qui est 2 titres ou 2 ADU sur une même parcelle. Le risque, le risque est zéro. Zéro. Il est infinitésimal. Il faut vraiment que quelque chose ait échappé à nous et ait échappé également à la conservation foncière qui relève du ministère des Finances et du Budget. Donc, voilà, c'est la procédure qui a été changée, qui a été renforcée et qui permet aux communautés villageoises de continuer à délivrer à qui elles veulent, de vendre à qui elles veulent, qui permet aux chefs de signer sur les ADU, mais nous aurons déjà en amont toutes les informations permettant de sécuriser complètement les parcelles avant qu'elles n'entrent dans le processus pour aller à l'ACD. Donc la procédure pour aller à l'ACD va demeurer. Le titre définitif, ce sera toujours l'ACD, mais toute la procédure en amont sera tellement sécurisée que le risque... les ACD seront plus sécurisés. Les ACD aujourd'hui sont déjà sécurisés. Mais ce que nous évitons... Mais ils sont sécurisés, mais on peut les attaquer en justice. Ah oui, bon, ça, j'allais dire ça, vous ne pouvez pas... Moi, je peux vous accuser aujourd'hui de ci ou ça. Donc, vous irez répondre devant la justice, qui peut-être dira que vous n'êtes coupable de rien. Il y en a qu'on casse. Il y a les ACD qu'on casse. Si, il arrive effectivement qu'il y ait des annulations d'ACD par décision. Est-ce qu'avec l'ADU, ce sera un mauvais souvenir, tout ça? On pense parce que, encore une fois, il y avait cette grosse difficulté sur tout l'amont des attestations villageoises jusqu'à l'ACD, ancienne formule, et tous les risques de réattribution, tous les risques dans la gestion des guides villageois qui avaient été mis en place, tout ça va être supprimé désormais. On aura un répertoire qui est sécurisé, qui est numérisé. On n'aura plus de guides villageois. Ils vont disparaître. Donc on aura un répertoire qui fonctionne différemment et qui permet vraiment, entre l'ADU et l'ACD, désormais, là aussi, de raccourcir les délais et de raccourcir même les formalités, parce qu'une fois l'ADU établi, j'allais dire, ça devient pratiquement du gâteau d'accéder à un ACD. Très bien. De nos enquêtes... Donc les choses ont bien évolué, je voudrais vous rassurer. Justement. Et surtout, sur ces questions, je voudrais rassurer nos compatriotes sur le fait qu'il y a eu beaucoup de problèmes, certes, dans le passé. Nous en avons pris conscience, nous y avons travaillé pendant plusieurs années. Nous avons aujourd'hui complètement sécurisé, nous avons même numérisé l'ensemble de la chaîne foncière, depuis les lotissements jusqu'à la demande faite par le souscripteur, par l'acquéreur, jusqu'à la signature du ministre. Tout ça aujourd'hui est numérisé. Donc permet vraiment de délivrer un document qui est totalement sûr, qui dans des délais qui sont beaucoup plus courts qu'avant. Et vraiment, nous avons fortement évolué sur la question et je m'en réjouis personnellement. Très bien. De nos informations, la production des premiers ADU tarde un tout petit peu. Pourquoi? Mais parce que, justement, la procédure a été renforcée. Mais les premières ADU, en réalité, sont déjà sur le marché, puisque nous avons pris soin de mener une opération pilote. Et cette opération pilote... a été concluante? Ah oui, elle a été concluante. Et nous avons signé, il y a, je pense, 1 ou 2 mois à mon cabinet, avec les chefferies Hatchan qui étaient présentes.
La première ADU a été officiellement signée ce jour-là. Sur ce lotissement, qui comprend de mémoire entre 200 et 300 lots, les ADU sont déjà délivrés. Maintenant, quelqu'un qui entame une procédure pour l'ADU aujourd'hui, forcément, ça va lui prendre un peu plus de temps qu'avant. Tout simplement. Un peu plus de temps, c'est quoi? C'est 2 mois, c'est 6 mois? Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça dépend de la célérité avec laquelle tout le travail intermédiaire est fait. Il s'agit en réalité... Ah non, absolument pas. Beaucoup, 90% de ce qui sera fait là, relève plutôt des communautés et surtout des lotisseurs, des aménageurs qui accompagnent les communautés villageoises. C'est cela. Voilà. L'idée, c'est vraiment, au-delà de l'ADU qui va sécuriser complètement les transactions foncières, c'est vraiment de reprendre la main sur l'urbanisation, d'avoir un meilleur contrôle sur l'occupation du sol dans nos villes, de faire en sorte que les lotissements soient des lotissements conformes aux normes, que ce soit de vrais lotissements, que ce ne soit pas que des poteaux plantés dans la brousse, que ce ne soit pas que des bornes placées quelque part, que ce soit de vraies ouvertures de voies, que ce soit les amenées d'eau, d'électricité, que ce soit l'assainissement, etc., que tout ça soit réalisé de façon conforme. Que les équipements publics privés, prévus soient réalisés. Si on a dit qu'il y a un marché à tel endroit, que le marché y soit. Parce qu'après, nous, on vérifie tout ça avant même de basculer à l'ADU, avant même de délivrer les ADU. Donc, quand on dit qu'il y a un commissariat à tel endroit, il faut qu'il y soit. Quand on dit que les voies doivent avoir telle largeur, ça va être vérifié. Une école primaire pour tel nombre d'habitants ou de logements, ça, on va le vérifier. Est-ce qu'il y a une aire de jeu pour les enfants? Est-ce qu'il y a un terrain de sport? Tout ça va désormais pouvoir être vérifié par l'État. Parce que l'État aura ce contrôle en amont sur la réalisation des lotissements, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui veut dire que l'État veut enfin contrôler son domaine urbain. Parce que jusque-là, il y a eu beaucoup de failles. C'est le enfin qui me gêne un peu. L'État veut renforcer davantage, vous diriez? Veut renforcer, voilà. Parce que c'est une prérogative qui relève effectivement de l'État. Et je peux dire que beaucoup d'efforts avaient été faits. Mais les conditions ou l'environnement, les acteurs n'ont pas permis que les résultats soient à la hauteur des attentes de l'État. Donc aujourd'hui, les choses se font différemment, se font de façon beaucoup plus rigoureuse et nous sommes persuadés que progressivement, nos cités seront de vrais endroits, de meilleurs endroits en tout cas, où vivre. Monsieur le ministre, où on en est aujourd'hui avec le projet d'adressage Il est... tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays? Le projet d'adressage, là aussi, peut-être qu'il faut un peu revenir sur l'esprit de ce projet-là. Vous savez, la Côte d'Ivoire a fait plusieurs tentatives jusqu'au projet actuel. Et malheureusement, chacune des tentatives a été un échec. Pourquoi? Nous en avons tiré les leçons pour beaucoup de raisons, mais sur lesquelles vous ne souhaitez pas revenir? Je ne souhaite pas revenir. Nous en avons tiré les enseignements. Ce qui est important, c'est que nous avons pris, il y a 3 ans, 3-4 ans, les dispositions pour faire en sorte que le projet actuel soit un succès. Donc, toutes les phases ont été menées de façon rigoureuse, plus rigoureuse en tout cas que dans les précédents. Les phases d'enquête, les phases de pochage, les phases de dénomination, donc de détermination des toponymes, etc., etc., les phases d'attribution de noms aux rues, pour faire simple. Donc tout ça a été fait d'une façon beaucoup plus rigoureuse. Là où, par exemple, c'est une administration qui décidait des noms, nous avons mis en place une commission. Une commission avec une structure de l'université, Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la CAPEC, la cellule... une cellule à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan qui y a travaillé, qui nous a fait des propositions de toponymes. Ces propositions de toponymes ont fait l'objet de validation par chacun des conseils municipaux des communes concernées,
Donc, c'est vraiment des délibérations qui ont été menées. Les conseils municipaux ont donné leur avis, ont fait les modifications qu'il fallait, ont donné leur accord. Après cela, nous sommes allés en conseil des ministres et ça a fait l'objet d'un décret. Donc aujourd'hui, toute la procédure a été suivie pour pratiquement toutes les communes d'Abidjan, à l'exception de Yopougon. À ma connaissance, aujourd'hui, il ne reste que Yopougon. Aujourd'hui, nous avons déjà les toponymes validés pour l'ensemble des communes. Et pour 80% des toponymes déjà validés, nous avons passé les commandes pour les plaques de lieux d'occupation. Nous avons également passé les commandes pour les plaques de rue qui ont commencé à être posées. Aujourd'hui, Trècheville est fait, Marcory est fait, etc. Je pense que nous sommes aujourd'hui au plateau. Donc les plaques de rue ont commencé à être posées. Et nous avons également profité pour changer le modèle d'adresse. Et là, bien évidemment, cela va se faire avec tous les acteurs concernés, la Poste de Côte d'Ivoire, le ministère de l'Intérieur, l'ONECI, l'INS, enfin bon, vraiment tout le monde a été mis dans la boucle pour que progressivement ce changement d'adresse rentre dans les mœurs. Donc demain, vous aurez une adresse du style M. Ali Diarasouba, 15 rue Amadou Apanteba, par exemple à Cocody ou à Trècheville, peu importe. Voilà, avec un numéro qui indiquera la commune, la ville d'Abidjan d'abord, et puis ensuite la commune. On se situe où dans le temps? Dans combien de temps? Donc ça, c'est fait. Dans le délai? C'est déjà fait. Très bien. C'est déjà fait. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes au stade de la pose des plaques de rue qui vont faciliter l'orientation. Mais tout cela a déjà été injecté dans les solutions numériques. Vous pouvez voir sur Google, sur d'autres solutions numériques, Très bien. vous pouvez voir que l'adressage est fait. Vous pouvez aujourd'hui commander en ligne chez vous et vous serez livré chez vous facilement. Oui, bien sûr. Donc, Ça, ça va aider le commerce électronique, ça va aider à la sécurité, ça va aider, par exemple, pour les cas de santé. Il y a des avantages énormes. Quand vous irez voir un ami, il n'aura plus besoin de vous dire de passer par telle rue, de tourner à gauche, etc. Il vous donnera juste une adresse et vous pourrez y aller. Donc aujourd'hui, nous considérons que le projet est réalisé à l'exception de Yopougon, où nous sommes au stade de la validation des toponymes. Donc après, il restera la commande des plaques, la pose des plaques. Et aujourd'hui, nous avons déjà démarré les enquêtes, donc les études préliminaires au niveau de Daloa, de Korogo et de Boaké. Très bien. Voilà. Et cela va s'étendre à Yamoussoukro, à San Pedro, à une quinzaine de villes qui ont été sélectionnées pour ce projet. Très bien. Depuis l'entame de cette émission, on a parlé aux technocrates, au ministre de la Construction. On va parler maintenant au président du conseil régional de la Bagoué. Vous êtes au cadre du RHDP, le Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix, le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. La présidentielle, c'est dans 3 mois seulement. Au dernier congrès du RHDP de votre parti, les militants ayant demandé au président de la République d'être leur candidat pour la prochaine présidentielle, il avait demandé du temps pour réfléchir, vous le savez. Cette attente semble finalement alimenter de nombreuses spéculations. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous? Proche collaborateur du président Ouattara. Est-ce qu'il va y aller? Donnez-nous le scoop ce soir. Ah non, je n'ai pas de scoop à donner. Je pense que le scoop, c'est lui-même qui le livrera. Ce que je peux dire, c'est que le RHDP est debout entièrement derrière le président Alassane Ouattara, qui nous paraît être aujourd'hui, qui est pour nous aujourd'hui le meilleur candidat. Le meilleur candidat par rapport à ce qu'il a fait, à ce qu'il a été, à ce qu'il est aujourd'hui, à ce qu'il est capable encore de faire pour la Côte d'Ivoire. Nous ne voyons pas. On peut spéculer sur les alternatives, mais chaque parti cherche à proposer le meilleur pour gagner, mais surtout le meilleur pour la suite. C'est-à-dire pour réaliser, pour faire avancer la Côte d'Ivoire, pour sécuriser le pays, pour faire avancer l'économie, etc. Et aujourd'hui, le meilleur, en tout cas en ce qui concerne le RHDP, c'est le président Alassane Ouattara. Beaucoup d'observateurs... Cela a été exprimé très fortement dans tous les pré-congrès que vous avez pu voir. J'ai personnellement assisté
au pré-congrès du Logibwa à Divo, à celui de la Bagoué, bien évidemment. J'ai été émissaire ou envoyé du parti au Maroc, où la communion était totale avec les militants. Donc aujourd'hui, les militants sont vraiment tous derrière la candidature du président Alassane Ouattara. Et parmi les militants et parmi les observateurs, beaucoup s'appuient sur la déclaration du président Ouattara quand il disait qu'il avait une demi-douzaine de cadres prêts à lui succéder. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, vous, de vous considérer membre de cette shortlist, de cette demi-douzaine? Pourquoi? Non, jamais. Pourquoi? Jamais, parce que ça ne m'effleure pas l'esprit. Dites-nous sans réserve, il ne vous est jamais arrivé de vous... Ali, je vous le dis... De penser à la magistrature suprême en vous rasant le matin, jamais? Je me rase le matin, mais je n'y pense pas. Voilà, donc non, ça ne m'est jamais venu en tête. Vous savez, je viens d'un monde différent. Je viens d'un monde qui est celui du privé. Franchement... Il y a beaucoup d'acteurs politiques qui viennent du privé, mais qui lorgnent le fauteuil présidentiel. Non. Oui, mais bon, je les laisse lorgner. Je me contente de faire ce que je sais faire, de mener à bien les missions qui me sont confiées. Et je suis aujourd'hui très satisfait de ce que j'arrive à faire dans les fonctions qui m'ont été confiées. Déjà à l'économie numérique, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été fait. Depuis que je suis à la construction, je me bats également pour changer les choses. Voilà, c'est largement suffisant. Dans une journée, il y a 24 heures. Et je n'ai pas d'autre ambition que cela. Un autre haut cadre du RHDP, en l'occurrence le président de l'Assemblée nationale, dans une interview à nos confrères de France 24 dernièrement, disait « Le président Ouattara est candidat, mais il a laissé entendre qu'il avait quelques qualités qui pourraient lui permettre, d'être désigné candidat. » Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je n'en pense rien. Je ne vais pas commenter les propos d'une personnalité de la République, de surcroît président d'institution. Non, ce n'est pas mon rôle de faire cela. Très bien. Et si vous vous levez un matin que le président Ouattara finit par désigner l'un de ses lieutenants, quelle serait votre réaction? On suivra, et je pense que le RHDP est préparé à cela. On suivra à 100% ce que le président Alassane Ouattara décidera. Ce sera sa décision, nous lui faisons confiance. Il a un sens politique qui est très élevé, c'est un homme d'État. Donc il jugera toujours en fonction de l'intérêt de l'État de Côte d'Ivoire, en fonction de l'intérêt des Ivoiriens, jamais en fonction de lui-même. Donc voilà. D'accord. Du côté de l'opposition, le PDCI-RDA et le PPACI se sont unis, se rapprochent davantage et ont scellé le front commun. Est-ce que c'est de nature à inquiéter le parti au pouvoir? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je suis au RHDP. Je suis acteur du RHDP dans une région et je sais mesurer les évolutions qu'il y a eu entre 2011 et aujourd'hui, qui sont extraordinaires. Je pense qu'il arrivera un moment où tout cela va être mis sur la table et où même les pires pourfendeurs du RHDP comprendront que ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, en réalité, est miraculeux. Nous venons de très loin. Mais quand vous allez aujourd'hui dans la région de la Bagoué, qui a 170 localités, il y en avait 51 électrifiées en 2011. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 4. Il y a 166 localités qui ont été électrifiées. En 2011, il y avait 6 établissements secondaires. Aujourd'hui, il y en a une trentaine. En 2011, il y avait une seule voie bitumée, celle qui venait de Korogo, qui rentrait dans Boundiali. Aujourd'hui, nous avons l'axe Boundiali-Tengrela, nous avons l'axe Boundiali-Ogéné, nous avons l'axe Boundiali-Kani, nous avons l'axe Boundiali-Ganra, Boundiali-Korogo qui est en train d'être aujourd'hui réhabilité. L'eau potable, les centres de santé, nous avons un CHR à Boundiali, un hôpital général à Kouto, ainsi de suite, sans compter tout ce qui a été réhabilité. Nous venons de très loin et nous savons, nos populations savent apprécier ce qui a été fait. Et là, je parle de la région de la Bagoué, mais imaginez que c'est la même situation dans toutes les régions de Côte d'Ivoire.
Le travail est immense. Le travail qui a été fait est immense. Les résultats sont là. Le RHGP est le parti le mieux implanté aujourd'hui. C'est celui qui a la richesse en termes de cadre la plus élevée, etc. Donc nous avons tous les atouts. Donc franchement, nous regardons les autres. J'allais dire, nous sommes en démocratie, donc il est bon, il est normal qu'ils s'organisent. Mais ils nous trouveront en face. Alors, en parlant des autres, on va terminer avec cette question avant de vous laisser répondre aux questions de nos internautes. Dans l'opposition, tous demandent un dialogue avec le pouvoir, avec le gouvernement. Finalement, ce dialogue ne vient pas. Sauf que la semaine dernière... Ce dialogue a toujours eu lieu. Oui, d'accord. Voilà. Dans la forme réclamée par Non, ce dialogue a toujours eu l'opposition. lieu. Enfin, je ne vais pas m'attarder sur la question. Ce que je veux vous dire, c'est que la semaine dernière, des cadres de votre parti, des membres du gouvernement notamment, sont allés rencontrer des cadres de la coalition, la CAPSI. C'est pas la Est-ce première le fois. début de l'ouverture d'un dialogue généralisé ouvert à toute l'opposition? Je ne suis pas Parce que c'est le format réclamé par l'opposition. Je ne suis pas directement acteur dans ces actions-là. Ce que je peux dire, c'est que le dialogue a toujours prévalu. Le RHGP est un parti ouvert, est un parti qui est à l'écoute des populations ivoiriennes dans leur ensemble, qui est à l'écoute des autres partis, qui donne de la considération aux autres partis. Mais tout cela doit se faire aussi dans un cadre qui soit un cadre conforme au plan de nos lois, au plan de notre constitution, au plan de notre code électoral, etc. etc. Donc, quand certaines discussions se font à 3 mois d'une élection, vous pensez bien qu'il est difficile d'opérer certaines remises en cause. Mais, encore une fois, je dis, ce ne sont pas les moments de discussion qui ont manqué. Il y a eu plusieurs actes qui ont permis d'échanger avec l'opposition, de noter les demandes de l'opposition, les doléances de l'opposition, d'y apporter des réponses, etc. Souvent, c'est l'opposition elle-même qui a devancé le RHGP sur certaines décisions qui font aujourd'hui l'objet de contestation. Très bien. Alors, vous allez à présent répondre à quelques questions de nos internautes juste après ceci. La question des internautes. La première question est de Diri Issa qui dit « Pourquoi n'avez-vous pas démissionné après l'affaire Comé ?» Bon. Je ne vois pas pourquoi j'y ai déjà répondu. L'affaire Comé, c'est une affaire parmi plusieurs milliers. L'affaire Comé, elle n'a pas démarré sous Bruno Nabagné-Koné. L'affaire Comé, elle a démarré depuis 2005. 2005, quand le lotissement qui s'appelle Bessikwa a fait l'objet d'approbation. Et que des litiges sont survenus entre Abobo Baolé, qui estimait être détenteur des terres sur lesquelles Bessikwa était, et Durobité, qui était à l'époque un campement qui relevait d'Abobo Baolé. Il a fallu des décisions au niveau judiciaire. Décisions qui ont été prises dans les années 2015, 2016, 2017. Bruno Nabagné-Koné n'était pas au ministère de la Construction. Et bien au contraire, ce que nous avons fait, nous, à partir de 2020, ça a été de chercher à régler le problème parce que le lotissement en question était en sursis. Il n'y avait pas de délivrance d'actes sur ce lotissement Bessikwa. Donc en 2020, le traitement a commencé. Et comme je l'ai dit, franchement, je travaille avec une équipe dont certaines personnes sont arrivées seulement en 2020. Donc bien après tout cela. Bon, donc démissionner, j'allais dire, qu'on me trouve d'autres raisons qui me pousseraient à démissionner. Je suis en mission. Je sais que mes collaborateurs et moi, nous travaillons de la façon la plus rigoureuse. Nous travaillons de la façon la plus professionnelle possible, la façon la plus juste, la plus équitable. Mais quand sur une parcelle, il y a 4 attestations et que ce n'est pas de notre fait
qui a 4 attestations villageoises. Mais nous prenons le parti de traiter la question de la façon la plus professionnelle possible. À la fin, il y a un détenteur, un acquéreur définitif ou un bénéficiaire de l'ACD. Les trois autres vont demander ma démission ou la démission de mes collaborateurs. Est-ce que je devrais... Et selon ce que vous avez expliqué dans cette émission avec l'ADU, tous ces problèmes ne seront que de vieux souvenirs. C'est cela, et j'allais dire, c'était notre travail de faire cela. Très bien. De faire cette évolution pour éviter que ne continuent à se répéter des choses qui ont malheureusement aujourd'hui perturbé la gestion foncière dans notre pays. Prochaine question. Donc, ce sont des questions anciennes, mais qui aujourd'hui sont résolues. Absolument. Viviane V, à quand la reprise de la délivrance des actes à Djorobité et Bessikwa, monsieur le ministre? Ah, décidément, ça revient beaucoup. Hein, vous voyez la difficulté que nous avons. En même temps que nous sommes devant les tribunaux, certaines personnes, effectivement, attendent que des actes leur soient délivrés. Mais par précaution, puisque nous ne savons pas quelle sera la décision de la justice. Parce que c'est cette décision qui va primer sur la nôtre. Tout à fait. Nous attendons. Et c'est ce que nous faisons. Chaque fois qu'il y a un litige qui est devant les juridictions, nous mettons le lotissement en question en sursis. Voilà. Donc nous attendons que le jugement soit fait. Une fois que le jugement va être fait, nous irons dans le sens de la décision judiciaire. Très bien. Prochaine question. La prochaine question d'internaute avec le concours de la réalisation. Bogolon André, à quel stade les travaux de la tour F et à quand la fin? Les travaux de gros œuvres sont pratiquement achevés. Vous voyez qu'elle est en train de se refermer par le haut. Nous, aujourd'hui, les entreprises qui y travaillent pensent qu'il faut compter à partir de fin 2026, voire même mi-2027, parce qu'une chose est d'achever le gros œuvre, mais après, il y a le second œuvre, et puis après, il y a l'équipement. C'est un mastodonte, donc tout cela peut prendre beaucoup de temps. Très bien. Mais le projet avance bien. Très bien. Prochaine question. Encore 2 questions et c'est terminé. Monsieur le ministre, le quartier Payet n'a même pas de VRD et vous y faites un adressage. Edouard Boni. Bon. Dans les VRD, il y a beaucoup de choses. Il y a les amener d'électricité, d'eau. Je suppose qu'à Payet, il y a de l'électricité, il y a de l'eau. Il parle sans doute des canalisations ou de canalisations ou des caniveaux pour le drainage des eaux pluviales. Mais ça n'empêche pas de mener une opération d'adressage. L'opération d'adressage a une fin. Je vous ai expliqué tout à l'heure les objectifs qui sont visés pour cette opération. Maintenant, c'est peut-être un coup de cœur pour dire qu'il faut les aider. Pour les canalisations, nous notons la chose et nous en parlerons au ministère en charge de l'assainissement, qui est en charge de ces questions. Très bien. Dernière question d'internaute. Alors, la toute dernière est de Amalaman René. Les travaux de la marina sur le boulevard lagunaire sont à l'arrêt. Problème de financement? C'est des travaux importants. Nous ne sommes pas en première ligne dans la réalisation de ces travaux. Il y a un comité qui y travaille sous la supervision de M. le Premier ministre. Nous tenons régulièrement des réunions. Je peux dire personnellement que le projet avance. Des choix importants ont été faits lors des dernières réunions qui ont été tenues. Donc le projet, il avance. Il avance dans toutes ses composantes. Vous savez, c'était en réalité un projet avec plusieurs tiroirs. Il y avait le tiroir du carrefour de l'Indénier, qui est aujourd'hui complètement traité. Il y avait le tiroir du pont, qui est aujourd'hui complètement traité. Il y a le tiroir des eaux usées qui arrivent du côté de la baie, de la baie de Côte-Cuire. Donc là, il y a une question. Il y a un tiroir qui est tout l'aménagement autour de la lagune, etc. Donc c'est un projet qui se réalise, qui est extrêmement ambitieux, qui est coûteux,
mais qui prend du temps normalement parce qu'il faut des études, il faut des process qui peuvent être relativement longs par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre. Monsieur le ministre, nous voici au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? J'y ai répondu avec toute la bonne foi possible, avec toute la sincérité possible. Maintenant, c'est à vous de juger. Aux téléspectateurs et internautes de juger. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Sans Réserve. Ça a été avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Et on espère vous retrouver sur d'autres plateaux pour évoquer ces questions-là qui intéressent les Ivoiriens. Ce sont des questions, effectivement, qui, aujourd'hui, sont extrêmement importantes pour les Ivoiriens. Nous les entendons tous les jours, nous les lisons tous les jours. Et nous y travaillons, je peux vous dire, vraiment avec acharnement. Très bien. Le cadre de vie, le logement, les questions d'urbanisation, les questions foncières, les questions même de sécurité des constructions, etc. Toutes ces questions-là, nous savons qu'elles sont extrêmement importantes pour nos populations. Très bien. Merci beaucoup. Nous y travaillons. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve. Rendez-vous jeudi prochain. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.